Bonjour à tous et à tous, j'en ai entre pour une nouvelle vidéo Yandere Simulator. Je lis les informations des personnages parce que rappelez-vous, oui, la dernière fois j'avais dit que j'attendais parce qu'il y avait trois persos, j'avais ces deux là, ma souris, elle est perdue. Allô ma souris. Bref, du coup il y avait ces deux personnages là et elle, sauf que j'attendais du coup un quatrième personnage pour pouvoir faire la vidéo, en sachant que la vidéo durera une trentaine de minutes. Comme ça au moins je me dis, je les fais tous, parce qu'en toute logique ces deux là ne sont pas très longs. Elle est quand même un peu longue et je me suis un autre personnage pas très long, ça devrait faire l'affaire. Sauf que si je retrouve ma souris, non, évidemment, ma souris elle est partie. Ma souris elle est partie. J'aime pas quand c'est la vidéo qu'on a un problème technique, ma souris n'est plus là, elle a disparu. Sauf que bon, vous voyez pas, mais vous voyez qu'ici en fait il y a beaucoup de personnages. Il y en a pas qu'un qui est revenu, mais il y en a beaucoup. Et ils ont tous, à part le dernier que je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas ma souris là, sont extrêmement longs. Alors en fin de compte, je me dis, on aurait dû, je crois qu'on va faire notre vidéo sur les trois personnages, pas plus, parce que déjà j'explique, alors ça fait un peu long. Alors oui, pour The Little Miss Fortune, je sais que on est en train de faire le jeu. Écoutez, tout le temps de faire le même jeu, c'est un peu ennuyeux. Alors de temps en temps, on change un peu, on fait une vidéo par-ci par-là. Faut changer un peu. Mais vous inquiétez pas, après cette vidéo en toute logique, j'essaierai de finir tout, de tous les dire. Et après, je continuerai The Little Miss Fortune. Et pour les vidéos Yandere Simulator, on verra après quand on aura fini le jeu. Juste, s'il vous plaît, ma souris. Non, mais s'il vous plaît, j'ai pas le temps. Pourquoi me faire ça maintenant? Est-ce que je peux pas... Non, ma souris est branchée. Hein. De toute façon, même si elle est branchée ou non. Super. Allez, ça commence bien la vidéo. Hein. Je vais essayer de trouver une petite solution. Attendez. C'est bon, ma souris est de retour. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais obligée d'éteindre mon ordinateur. Pas du tout comme il aime, pas du tout normalement. Alors c'est pas cool. Je sais pas pourquoi elle a disparu. Bon, du coup, je parle voilà, de tous ces personnages. Il y a juste le club d'art qui n'est pas long. Mais la nouvelle personne du coup qui est là, elle est super longue. Alors à mon avis, on fera sûrement que ces trois personnages. Je me suis pas munie de ma bouteille d'eau. Quelle grossière erreur. Alors du coup, on va commencer par Allez, les noms, au revoir. Hein, qui est du coup en mode 1980 et qui est un membre du conseil. Ouf, il est long lui aussi. Attendez, j'arrive. Bon, par contre, je sais pas du tout. On est à l'épisode combien. J'ai fait tellement d'épisodes là-dessus que je ne sais plus combien on en est. Alors, épisode, je sais pas combien on en est parce que j'en ai fait tellement. Alors, voilà, de son vrai nom, José. Voilà, José. Bref, son vrai nom, José Silva, est le trésorier du conseil des étudiants en 1989. José a démonté une compréhension prodigieuse des mathématiques dès son plus jeune âge, à ce qui lui a valu le surnom de A Calculadora Humana, la calculatrice humaine. De ses camarades de classe, sa famille et ses pairs l'ont encouragé à participer à l'Olimpiada des Mathematica, voilà, l'Olimpiada brésilienne des mathématiques, où il a remporté un nombre record des médailles d'or. Après cela, il a participé, voilà, international des Mathematica, là, de 1988, et où il a obtenu un score parfait de 42 sur 42 points, faisant à lui seul du Brésil le pays vainqueur de la compétition de cette année-là. L'Olympia là a eu lieu en Australie cette année-là, et l'expérience du voyageur dans un autre pays a éveillé quelque chose chez José. Un désir irrésistible de voyager dans autant de pays que possible et de voir autant de monde que possible. À cette époque, de nombreuses académies et universités ont commencé à lui offrir des bourses. Il le considérait comme le type de génie rare qui change le monde, qui n'apparaît qu'une ou deux fois par siècle, et ils étaient tous très impatients de l'accueillir dans leur installation et de voir quel genre de percée il pouvait accomplir. L'une de ces invitations l'a marqué, une offre
de bourse de la célèbre Académie. D'aussi loin qu'ils se souviennent, Joe était amoureux de la culture et de l'esthétique japonaise et étudiait même la langue japonaise pendant son temps libre. Ainsi, parmi toutes les options qui s'offraient à lui, il a choisi d'aller à l'académie. Il a immédiatement intensifié son étude de la langue japonaise, déterminé à arriver à l'académie avec suffisamment de connaissances en japonais pour exceller à l'école. À son arrivée à l'académie, Joe a été accueilli par Rishi Tanami qui lui a proposé de lui faire visiter l'école. Lorsqu'ils sont arrivés tous les deux dans la salle du conseil des élèves, Joe a vu une pile de feuilles de calcul budgétaires et n'a pas pu résister à l'envie d'y jeter un coup d'œil. En quelques secondes, il a repéré les erreurs et les divergences qui avaient échappé aux autres membres du conseil des élèves et les signale à Reggie. Reggie a immédiatement reconnu le potentiel de Joe et à devenir un atout précieux pour le conseil des étudiants et lui a immédiatement offert un poste de trésorier du conseil. Joe a accepté. Joe a rapidement devenu un sujet de discussion populaire parmi les étudiants de l'académie. Certains d'entre eux ont été impressionnés par son esprit de génie, d'autres l'ont trouvé charmant et réfléchi. Il y en avait aussi qui le percevaient comme un mystérieux et exotique. Simplement parce qu'il était né à l'étranger, bien qu'il ait fait l'objet de nombreuses conversations chuchotées dans les couloirs et des regards de volée en classe, Joe semblait complètement inconscient de l'intention, trop concentré sur ses devoirs et ses études pour remarquer l'effet qu'il avait sur la population féminine de l'école. Bien qu'il ait réussi à acquérir une maîtrise suffisante de la langue japonaise pour comprendre pleinement tout ce que ses professeurs disaient pendant les cours, il devenait souvent nerveux et agité dès qu'il devait conserver en japonais. Il bégayait et trébuchait souvent à travers des phrases avec un mélange de portugais, brésilien, de japonais et même d'anglais aléatoire. Bien que cela l'a énormément embarrassé, la plupart de ses pairs pensaient simplement que c'était vraiment mignon et attachant. Il a reçu une petite quantité de taquinerie légère pour ses erreurs logistiques, mais dans l'ensemble, tout le monde à l'académie était assez tolérant envers lui. Après avoir obtenu son diplôme de l'académie, Joe a continué à voyager dans le monde, alternant entre rendre visite à sa famille au Brésil, voyager dans divers pays en tant que touriste et enseigner les mathématiques dans les universités prodigieuses du monde entier. Au fil du temps, le Japon a rapidement devenu l'un des nombreux pays où Joe a mis les pieds au cours de ses voyages, bien qu'il ne soit pas resté en contact direct avec la plupart de ses anciens connaissances de l'académie. Il a trouvé le temps d'assister aux funérailles de son ancien collègue Daisuke. Ah oui, c'est celui qui est mort, Daisuke. Rôle trésorier, statut vivant, pour une fois, hein, pas comme Daisuke. J'arrête. Personnalité amicale, apparence 1989, semaine 1, faiblesse japonaise. J'ai oublié de vous le montrer à quoi il ressemble, si vous voyez pas très c'est qui, voilà, c'est lui. Qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? Une calculatrice et un stylo. Waouh. Anyways. J'ai pas regardé, est-ce que vous voyez bien? Désolé pour la qualité, mais je lis, alors c'est pas très embêtant. Bon, cadrage, c'est pas non plus... On est en train de m'envoyer des messages, ça m'énerve. Allez, au revoir. Ensuite, lui, tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un fou des maths. Voilà, et qu'il est pas d'origine japonaise. Ok, petit coup d'eau, et on va passer à lui. Lui, on le connaît, Otohiko Mechi. Attendez, je vous le montre avant de commencer. Bon, on le connaît tous, celui qui est tout le temps en retard pour l'école. Voilà. Alors du coup, c'est moins long quand même. Alors, Ochiko Mechi est un étudiant qui fréquente l'académie en l'an 2000. Malgré sa nature modeste et sa présence délicate, il se démarque de ses pairs, mais pas pour des raisons dont il est fier. Depuis son plus jeune âge, Ochiko a lutté contre une constitution fragile. Son corps a toujours été faible, ce qui le rend sujet à des maladies fréquentes et de longues périodes de convalescence, tandis que d'autres enfants couraient et jouaient avec une énergie débordante. Ochiko s'asseyait sur le côté, regardant de loin avec une expression calme et résignée. Ses limitations physiques ont façonné une grande partie de sa jeunesse, le privant de la plupart des expériences typiques de l'enfance. En raison de ses problèmes de santé persistants, Ochiko est un visiteur régulier de l'infirmerie de l'école.
Qu'il s'agisse d'étourdissement, de fatigue ou d'une maladie soudaine, il a souvent besoin de soins médicaux ou simplement d'un endroit pour se reposer et reprendre des forces. L'infirmière le connaît bien et le traite avec gentillesse, car elle est venue à s'attendre à ses fréquentes visites. L'infirmière est devenue pour lui une deuxième maison, un refuge tranquille où il peut échapper momentanément aux pressions de la vie scolaire. La santé fragile d'Ochiko a une autre conséquence. Il a besoin de plus de sommeil que les personnes moyennes, ce qui a créé de nombreux problèmes dans sa vie. La plupart des matins sont difficiles pour lui. Il est presque impossible de se réveiller à l'heure. En conséquence, il trébuche souvent dans le bâtiment de l'école quelques instants avant le début de la classe. L'air achevé et à moitié réveillé, ses professeurs et ses camarades de classe sont venus à s'attendre à son retard. Et beaucoup sont surpris chaque fois qu'il parvient à arriver à l'heure. Pour Ochiko, le simple fait d'arriver en classe à l'heure est un accomplissement en soi. La voix délicate et la voix douce d'Ochiko lui ont valu les moqueries de certains étudiants les plus étroits d'esprit de l'académie. Il se moque de sa façon de parler et de bouger, attirant l'attention sur sa féminité perçue. Bien que les taquineries piquent, Ochiko ne répond jamais par la colère. Il la supporte de silence, parfois avec un sourire forcé, essayant de garder son sang-froid même lorsqu'il se sent profondément blessé. Sa nature douce ne fait qu'alimenter les moqueries, faisant de lui une cible pour ceux qui confondent la gentillesse avec la faiblesse. En plus de sa santé fragile et de ses manières féminines, Ochiko a la réputation d'être maladroit. Il n'est pas rare de le voir trébucher de ses propres pieds, laissant tomber des livres dans le couloir ou renverser accidentellement des piles de fournitures. Sa maladresse est parfois presque caricaturale, le résultat malheureux d'un corps qui semble déterminé à ne jamais coopérer avec ses intentions. Certains étudiants le trouvent attachant tandis que d'autres y voient une raison de plus de se moquer de lui. Ochiko vient d'un foyer où la est portée comme un signe d'honneur. Son père et ses deux frères aînés sont l'image même de la force et de la virilité, avec de larges épaules, des voix retissantes et une présence imposante. En revanche, Ochiko est calme, mince et physiquement faible, des traits qui l'ont... Désolé pour le petit imprévu, carrément j'ai coupé la vidéo, mais c'est pas grave. Rappelez-vous, je peux assembler 2 vidéos, alors ce n'est pas très grave, même si j'ai envie juste de me frapper contre le mur. Voilà. Tant pis, on continue, je sais plus où j'en étais, mais en toute logique, il ne devrait pas avoir de coupure. Les vidéos, du coup, je fais 2 vidéos là. Oh putain. Du coup, je disais, en vérité, là, en revanche, calme, mince, physiquement faible, des traits qui l'ont toujours fait se sentir mal à l'aise au sein de sa propre famille. Son père le considère comme une déception, frustré par l'incapacité de son fils à s'élever et à être à la hauteur des normes de la famille, l'une des rares sources de réconfort dans la vie de Ochiko. Et sa mère aimante, une femme douce qui l'accepte tel qu'il est et qui est toujours prompte à le réconforter avec des phrases telles que la douceur n'est pas un défaut, mais un autre type de force. Rôle étudiant, statut vivant, personnalité féminin, apparence, semaine 1, faiblesse, son propre corps. Aïe! Ah oui, non mais la fille ne l'a pas aimé lui, hein. Ah ouais, c'est... Et dire que... Hop! Et dire que des fois c'est... Aïe! On va dire c'est souvent lui que je tue comme il vient du coup en retard. Et bah en fait je me dis bah il y a personne qui le voit, hop je le tue. Oh je me sens mal. Ah! Bon, fait chier la vidéo est coupée en 2. Bon, c'est pas grave. On continue. Je sais pas combien dure l'autre ça. Oh mon dieu, oh là là, quelle horreur. Tant pis. Allez, hop. Prochain qui sont des Aichi. Oh là 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 là. Non, ça va. Encore, ça passe. Alors du coup, on a 2 sœurs. Je pense qu'on va déjà lire et après on peut peut-être... on va les revoir comme ça déjà. Voilà, juste pour vous montrer. Parce que... Attendez. Voilà, apparemment c'est 2 sœurs Aichi. Du coup, elle c'est Kugi. Voilà. Elle c'est Kugi. Et elle c'est Iki. Kugi, Iki. Voilà. Ok, on va déjà lire leur image parce que leur truc sanglant, ça peut un peu nous spoiler. Oui, parce que j'ai vu, hein, moi personnellement, ça peut un peu nous spoiler l'histoire. Alors du coup, c'est des Aichi. Hein.
Kugi Aichi et Akis Aichi étaient des sœurs jumelles nées en 1990. Attendez. Ils souffraient tout... Ils Bon, peut-être, je ne sais pas, on verra, on va continuer à lire. Là, ils souffraient tous les deux de la même maladie héréditaire que le reste de leur lignée, un sentiment perpétuel de vide, comme une faim qui ne pouvait être assouvie, ou une soif qui ne pouvait pas être... Oh là, ou une soif qui ne pouvait pas être entachée. Bien qu'ils soient jumeaux, ah, ces deux hommes, ok. Bien qu'ils soient jumeaux et qu'ils aient tous les deux vécu avec la même affliction, ils ont chacun développé des personnalités très différentes. Bien que Iki soit gentil et doux, Kugi était froid et pouvait sembler presque sans cœur. Un jour, Iki a partagé une merveilleuse nouvelle avec Kugi. Elle était tombée amoureuse. Hein? Ouais, mais c'est il ou elle là, faut savoir. Il y a peut-être un il et il y a peut-être un elle. C'est pour ça. Mais non, les deux jumeaux. Ah, ok, non, c'est bon, rien. Elle était tombée amoureuse d'un garçon. Lorsqu'elle fut en présence de ce garçon, ce sentiment de vide s'évanouit, comme si elle avait enfin trouvé une partie essentielle d'elle-même qui lui manquait depuis sa naissance. Et tellement Kiki avait les nouvelles similaires à partager. Elle avait également rencontré un garçon. Ok, bah c'est des filles. Oh, mais ouf. Elle avait également rencontré un garçon qui soulageait les symptômes de sa maladie, presque comme s'il était une médecine vivante, conçue spécifiquement pour la guérir. Il ne leur a pas fallu longtemps pour réaliser la vérité. Ils étaient tous les deux tombés amoureux du même garçon. Ah, ça pue ça. L'idée de perdre ce garçon au profit d'une autre fille remplissait Iki d'effroi. Si son rival était n'importe qui d'autre dans le monde, Iki aurait été prête à commettre un meurtre afin de le garder pour elle. Cependant, elle ne pouvait pas supporter l'idée de faire du mal à sa sœur, avec qui elle partageait sa vie depuis sa naissance. Iki n'était absolument pas disposée à donner le garçon à qui que ce soit. Mais si cette autre personne était sa sœur, elle pourrait être prête à faire des compromis. Iki a proposé l'idée de partager le garçon. Après tout, ils étaient jumeaux physiquement identiques. S'ils acceptaient d'adopter la même coiffure et la même personnalité chaque fois qu'ils interagissaient avec le garçon, alors sûrement ils pourraient créer une situation dont ils pourraient tous les deux bénéficier. Cependant, Kiki était complètement différent de sa sœur. Il n'y avait pas un os sentimental dans son corps. Elle n'était absolument pas disposée à faire des compromis ou à partager. Kiki trancha la gorge de sa sœur avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait. Alors que Kugi regardait sa sœur saigner sur le sol, elle ne ressentait pas une once de chagrin. Plutôt, tout ce qu'elle pouvait ressentir était une joie sadique, le fait de s'assurer du garçon pour elle-même. Elle procurait un immense plaisir, presque plus que le garçon lui-même. Elle aurait presque souhaité qu'il n'y ait plus de filles en lice pour l'affection du garçon, afin qu'elle puisse ressentir le frisson d'éliminer une rivale encore et encore. Ah ouais. Après avoir assassiné Iki, Kugi s'est débarrassé de son cadavre et de toutes les preuves du crime. C'était comme si cela n'était jamais arrivé. Du point de vue extérieur, il semblait que Iki avait tout simplement disparu un jour. Son père était dévasté par la perte soudaine de sa fille, mais la réaction de sa mère était très différente. Elle était étrangement calme à propos de la mystérieuse disparition de sa fille. En fait, elle semblait être simplement déçue plutôt que triste. Bien qu'elle n'ait jamais accusé Kugi d'avoir assassiné Iki, son regard s'attardait parfois un peu trop longtemps sur Kugi, comme si elle pensait à des choses qu'elle voulait dire, des questions qu'elle voulait poser, mais choisissant de garder le silence. Peut-être que ces non-dits étaient quelque chose qui semblerait étranger à une personne normale, mais parfaitement raisonnable à Aichi. Je sais ce que c'est, donc je ne peux pas vous en vouloir. Le plus fort vivait et le plus faible mourait. C'est tout, mais me manquait toujours, vous savez. Ah, attendez, j'ai besoin d'une pause là. À peine 2 ans plus tard, en 1910, Kiki donna naissance à sa première fille, Azibiki. Elle était d'abord ravie d'avoir une manifestation
physique de l'amour entre elle et son mari, mais avec le temps, cette joie s'est estompée dans le visage et la manière d'Azebeki. Kyugi vit Iki, c'était presque comme si sa sœur tuée s'est réincarnée. Plus oh putain, les noms, waouh, vieillissait, plus Kyugi devenait mal à l'aise avec sa propre fille. Ce malaise a amené à Kyugi à devenir très distante envers, voilà, jusqu'à ce qu'elle ne fasse finalement que les stricts minimum pour l'élever. Finalement, elle a commencé à aspirer à donner naissance à un autre enfant, dans l'espoir que son deuxième enfant ne ressemblerait en rien au premier. Finalement, son vœu a été exaucé. La deuxième fille de Kyugi, née 13 ans après la première, en 1923, lui ressemblait beaucoup plus. En fait, la fille était presque une image miroir de sa mère. Kyugi a vécu une vie exceptionnelle longue. Elle est morte en 2012 à l'âge de 122 ans. Waouh! En tant que femme qui avait assisté à la transition du monde des Kalachers au smartphone, elle était fascinée pour ses plus jeunes parents lors des réunions de famille. Elle était toujours l'une des Aichi les plus bavardes, toujours prête à répondre à des questions sur ce qu'était le monde à l'époque. Elle a partagé ses opinions sur la question du savoir si le monde s'améliorait ou se détériorait. La plupart des Aichi considèrent ces réunions de famille comme des occasions inestimables d'obtenir des informations qu'ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. Conseil des tueurs en série expérimentés sur la façon de s'en tirer avec un meurtre sans se faire prendre. Cependant, Kyugi s'excusait chaque fois que la conversation tournait dans cette direction. Elle semblait que ce soit le seul sujet qu'elle n'ait absolument aucun intérêt à discuter. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle devient froide et évasive, on ne donne jamais de réponse claire. La seule fois où quelqu'un a réussi à lui soutenir une réponse, elle a seulement dit « Dans le feu de l'action, on a l'impression que n'importe quel prix vaut la peine d'être payé. » Mais son expression se transforma en quelque chose entre la culpabilité et le chagrin, et elle se tut. Rôle, mentor, statut, décédé, personnalité froide, chaude, apparence, réunion de famille, faiblesse, culpabilité sentimentale, et du coup si on fait sanglant, elle a buté sa sœur. Voilà, c'est pour ça. En fait, je savais, alors c'est pour ça que j'ai évité de vous montrer l'image, du coup. Voilà. Alors, du coup, je sais pas comment on va faire là, quand la vidéo est coupée en deux. Je sais pas si on en lit un autre. Après, je peux toujours en lire un autre, un petit dernier. Ça nous en fera 4 comme j'avais prédit. Ok, on va se lire le dernier qui est super long. Oula. Il est extrêmement long, ça clôturera la vidéo. Oh mais vas-y, toujours plus de i. Oh là là. C'est quoi ce nom là? Waouh. Attendez. Attendez, je vous la montre. Oh, oh là 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 là. Ah, il y a... Alors du coup, normal. Voilà. Ah, ça, on dirait un peu samouraï et tout. Ok. Et du coup, sanglant. J'ai pas vu moi. Oh. Ok. Bon, attendez, oui, peut-être pas bien, vous. Hop. Ok. C'est à voir avec le katana, là. Alors. Truc Aichi, là, la mère de, voilà, était une marchande de textiles à succès phénoménal qui avait rendu sa famille assez riche en vendant les textiles de très haute qualité de sa mère. Dès son plus jeune âge, Koichi avait grandi autour des couleurs vives, des motifs complexes et des tissus luxueux qui traversaient leur maison. L'œil aiguisé de sa mère pour la qualité et le sens aigu des affaires ont transformé une petite entreprise familiale en l'une des entreprises textiles les plus respectées de tout le Japon. La richesse et le prestige étaient des constances dans l'enfance de Kyuji. Elle regardait souvent sa mère négocier habilement des accords, charmer les clients et cultiver la fidélité de ses clients, lui inculquant un mélange d'admiration, de respect et une pression subtile pour être à la hauteur de l'héritage familial. Je sais pas quoi là, souffrait d'une maladie héréditaire partagée par tous les membres de sa lignée, un sentiment perpétuel qu'il manquait quelque chose à sa vie. C'était une sensation tranquille à lancinante qui persistait même dans les moments de bonheur ou de succès, alors que d'autres enfants jouaient ou rêvassaient qu'elle serait
se retrouvait souvent à ne rien regarder en particulier, à réfléchir à un vide qu'elle ne pouvait pas nommer. Ce sentiment, lui a-t-on dit, a été transmis par sa famille, une sorte de désir héréditaire qu'aucune richesse, aucun confort ou aucune attention ne pouvait satisfaire. Cela a façonné sa personnalité, lui donnant une énergie agitée, une curiosité pour le monde ou une volonté tacitive de trouver ce qu'elle savait instinctivement être absent. Selon la mère de Kyoyo, je sais pas quoi là, et tous les autres membres de la famille qui avaient déjà souffert de cette maladie, le sentiment de quelque chose manque finissait par disparaître une fois que avait établi un contact physique avec son âme sœur. Sa famille en a parlé avec certitude, la voix teintée de nostalgie et de joie, racontant comment il avait senti la pièce manquante de leur vie se mettre en place une fois qu'il avait trouvé la bonne personne. Kyoe écoutait avec une grande attention ces histoires, mémorisant chaque détail, imaginant la sensation d'accomplissement qu'il attendait. Cette connaissance a germé un but singulier dans son cœur, recherchant inlassablement son partenaire destiné. Kyoyos est devenue obsédée par l'idée de rechercher son âme sœur de la manière la plus efficace et la plus optimisée possible. Elle a méticuleusement cartographié ses routines quotidiennes, notant les opportunités potentielles de rencontrer des gens, calculant les méthodes les plus logiques pour initier le contact et élaborant des stratégies polies pour l'interaction physique. Son obsession était méthodique et presque scientifique, mêlant la précision méticuleuse qu'elle avait absorbée du sens des affaires de sa mère et une quête profondément personnelle. Chaque rencontre sociale l'excitait car elle représentait une occasion de se rapprocher de ce moment insaisissable de « j'ai trouvé mon âme sœur » qu'elle attendait. Kiwi était constamment à la recherche des raisons polies et socialement acceptables de toucher légèrement chaque client qui entrait dans la boutique du textile de sa mère, poursuivant avec impatience le moment où elle toucherait quelqu'un et se rendrait compte qu'elle avait trouvé la bonne personne. Elle a affiné ses techniques au fil du temps, effleuré sa main sur celle d'un client tout en mesurant un tissu, posé sa main sur l'épaule d'un client tout en le guidant doucement à travers des oreillers drapés, offrir des touchés rassurants tout en montrant la dernière marchandise de sa mère, etc. Chaque rencontre portait le frisson et la possibilité, chaque moment de contact allumait l'espoir que la vide dans sa poitrine pourrait enfin se dissiper. Elle est devenue un maître de la subtilité, dissimulant sa mission personnelle derrière le vernis du charme et du service de la clientèle, ne laissant jamais soupçonner qu'il y avait des arrière-pensées derrière ces touches subtiles. Finalement, Kiwisa avait touché absolument toutes les personnes vivant dans la même ville qu'elle et n'avait toujours pas trouvé son âme sœur. Cette prise de conscience l'a laissé frustrée et agitée. Ses recherches inlassables n'avaient donné ni satisfaction ni révélation. Les rues, les magasins et les marchés qui semblaient autrefois pleins de potentiel semblaient maintenant confinés et répétitifs. Le désir qui la hantait semblait autrefois plein de potentiel semblait maintenant confiné répétitif. Le désir qui la hantait depuis l'enfance l'empressait de plus en plus et qui aussi comprit que si elle voulait un jour trouver celui qui pourrait mettre fin à son désir, elle devrait étendre ses recherches bien au-delà de la frontière de sa ville natale, qui aussi est devenue frustrée par son manque de progrès et a décidé de devenir une marchande itinérante afin de maximiser le nombre de personnes avec lesquelles elle entrait en contact physique. Elle planifiait soigneusement ses excursions, imaginant la variété de personnes, de visages et de vies qu'elle pourrait rencontrer au cours des routes. Chaque ville qu'elle visitait était une autre expérience, un autre ensemble de possibilités. Elle a emballé les plus beaux textiles de sa mère dans un grand panier en osier, déterminant à combiner l'aspect pratique des affaires avec la mission personnelle qui consumait chacun de ses pensées. L'idée de voyager suscitait à la fois de l'excitation et de l'appréhension, mais son désir de trouver son âme sœur l'emportait sur toute peur de l'inconnu. Avec le panier en osier sur le dos de Koirin, a voyagé dans de nombreuses villes différentes, faisant de la publicité, en faisant la promotion de l'entreprise de sa mère. Partout où elle allait, elle a marché sur de
longues distances à travers les montagnes et les vallées, se faufilant dans les marchés animés et les villages tranquilles. Partout où elle allait, elle engageait les clients avec enthousiasme, montrant les tissus avec grâce et utilisait subtilement ses méthodes soigneuses perfectionnées pour initier des touchés légers de manière naturelle. En tant que jeune femme voyageant seule, Kiyoshi était parfois la cible des bandits qui la présumaient être une proie facile. Cependant, elle portait une lame cachée dans sa canne, et chaque fois que quelqu'un la menaçait, beaucoup de sang coulait. Mais ce n'était jamais le sien. Sa famille l'avait formé à de nombreuses techniques d'autodéfense qui lui permettaient de dominer des hommes beaucoup plus grands qu'elle en utilisant un mélange d'agilité et de ruse. Chaque rencontre a renforcé sa détermination et son indépendance, aiguisant sa détermination à poursuivre ses recherches, quels que soient les dangers. Bien que le monde puisse être cruel et imprévisible, le cœur de quelqu'un a resté inébranlable, guidé par la conviction inébranlable que quelque part devant elle se trouvait la personne qui la complétait. Finalement, après une année de voyage qui lui semblait une éternité, Kyosho a touché la main d'un marchand et a soudainement senti son monde se remplir de couleurs, de lumière et de chaleur. La sensation était immédiatement et accablante, effaçant des années de désir et de frustration. En un seul battement de cœur, pour la première fois, le vide qui avait défini son existence semblait disparaître, remplacé par un profond sentiment d'appartenance et de reconnaissance. C'était comme si le monde lui-même avait changé, s'alignant pour renaître l'arrivée de quelque chose attendu depuis longtemps. Chaque texture et son et odeur semblait plus vif, et son cœur s'accélérait avec la certitude qu'elle avait enfin trouvé la connexion qu'elle avait recherchée toute sa vie. Kyosho s'est immédiatement rendu compte qu'elle avait trouvé son âme sœur et a commencé à le courtoisier, bien décidée à l'épouser le plus tôt possible. Au début, elle a eu du mal à garder son sang-froid en sa présence, mais les enseignements de sa mère sur les négociations et le charme se sont avérés inestimables, et donc aussi à naviguer avec grâce dans les étapes délicates de la romance. Le fait que son nom de famille Aichi soit devenu si prestigieux grâce à l'entreprise incroyablement prospérée de sa mère a également aidé. Le statut social de sa famille rendait le mariage très attrayant. Ce qui semblait être presque un rien de temps, les deux se sont unis dans le mariage. En 1989, Kyushi donna naissance à deux jumeaux qu'elle nommait c'est la mère Kugi et Uki. Kyuya a compris qu'en donnant naissance, elle maudissait ses enfants pour qu'elles souffrent de la même maladie qu'elle avait héritée, mais elle était déterminée à leur transmettre ses connaissances. Enfin, qu'un jour, le moment venu, il ait la détermination nécessaire pour payer n'importe quel prix pour poursuivre leur propre âme sœur, tout comme elle l'a fait. Oh putain, c'était super long. Rôle ancêtre, statut mort, personnalité déterminée, apparence le passé, faiblesse parentale. Ouah, c'était loin. C'était long pour qu'elle trouve quelqu'un. Et du coup, on a elle, sauf que c'est extrêmement long. Et comme la vidéo était coupée en deux, je ne sais pas exactement ça fera combien. 1, 2, 3, 4. On verra, on essaiera de lire ces 4 là la prochaine fois. Et pour le club, après le club d'arc il est pas long, alors peut-être on fera une petite exception. Là je suis désolée, je suis obligée d'arrêter. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jolies informations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas la partie où on en est, hein, je sais même pas la partie... De toute façon, ce sera marqué sur la vidéo, alors vous inquiétez pas. Écoutez, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Putain, on fait que de m'envoyer des messages depuis tout à l'heure, hein.